entre l'Académie d'Amiens et l'État d'Oklahoma, le programme d'échange Fellows est officiellement lancé. Mes premiers ressentis en arrivant en Oklahoma, simplement c'était impressionnant parce que c'était la première fois que je rentrais sur le territoire américain, la première fois que je voyais des paysages comme ceux que j'ai eus. My name is Kayla Crossan. I was a fellow in the year 2022 and I attended the Lycée de l'Ambra. I didn't think that Picardy would have as much countryside as it did. It reminded me of Kansas, but like a lot more beautiful. J'étais encore jamais allée dans un endroit si lointain et seul. J'avais que 16 ans. Mais en même temps, j'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Je voulais aussi savoir si les États-Unis c'était comme dans les films. This program added so many positive aspects to my life. I'd never vacationed without my family before. It was a really good experience at that specific age, so I'm really grateful for that. One thing I remember the most about living in Picardy for 2 weeks was eating dinner with my host family. It was one of the moments where I certainly learned the most French. Ma famille d'accueil, je les considère comme ma deuxième famille. Pourtant, j'ai passé que 2 semaines avec eux, mais je me suis sentie vraiment intégrée et j'ai gardé contact avec eux. Socially, I found a lot of similarities between Picardy and Oklahoma. My fellow fellows and I had a lot of shared hobbies with our French student counterparts. Hi, Tristan. How are you? But what are you doing here? At the University of Oklahoma, I'm studying here. Oklahoma, mais je viens complètement fou Oklahoma. But you're no longer in high school. Remember when we met at Edmond Memorial like 10 days ago? Yeah, we met at Edmond Memorial in 2017. It was a long time ago. Remember we had that Thanksgiving dinner. We had, those French club events. 7 years ago, you exaggerating a little. But 10 days ago. 2017. But we're in 2016. I don't know. We're in 2023. And then 6 months after I met you at Edmond Memorial with French Club and everything, when you were a fellow, then I was a fellow in Amiens, and I met you there again. Well, I have to go because I have class, but I'll see you at the Northwest Library later today for the viewing of your documentary. Which documentary? Bye. I think that documentary is driving you crazy. 2023, mais c'est pas possible, c'est une blague. Mais il y aura bien quelqu'un pour m'expliquer ce qui se passe quand même. Et c'est qui Amélie? Allô? Coucou, ça va? Tu n'es pas trop stressé avant la diffusion de ce soir? Bon, comme convenu, j'ai réuni toute l'équipe de présentation pour qu'on puisse enregistrer l'introduction de l'ultime volet de Back to OK et que tu nous expliques comment on procède pour... Attendez madame, je vous arrête, vous avez dû vous tromper de numéro, je comprends rien à ce que vous dites. Comment ça? Enfin Tristan, on se connaît depuis 2020? Depuis 2020? Ce serait donc bien le futur? On a visité ensemble le Capitole, tout ça pour que tu finisses par me vouvoyer? Non mais, on a même diffusé les 2 premiers volets de Back to OK chez moi. Mais c'est quoi au juste ce Back to OK? Salut tout le monde, je n'ai rien loupé du tournage? Ah non mais Margot, tu tombes à pic. Il y a ton grand cousin qui a complètement brillé, il a oublié l'existence de Back to OK. Ouf, ok, ça a l'air grave alors. Tu ne peux avoir oublié la trilogie de documentaires, Tristan. C'est pas possible. Depuis qu'on s'est retrouvés, tu ne parles que de ça. Eh oui! Et quand bien même on n'y a jamais mis les pieds, c'est l'Oklahoma, encore l'Oklahoma, toujours l'Oklahoma. C'est comme si tu étais tombé amoureux de l'Oklahoma. Attendez, j'ai loupé un épisode. Si je comprends bien, je vous ai associé au projet alors que vous ne connaissiez rien au Sooner State et que vous n'avez pas participé au programme Fellows. Exactement. Tu as voulu que le projet soit fidèle à l'esprit de ce voyage. Parce que ce qui comptait le plus pour toi, c'est ce que tu m'as toujours dit, c'est de partager ensemble une aventure totalement folle.
Peu importe l'absence de lien de tes acolytes avec l'Oklahoma. En fait, c'était l'alchimie retrouvée de l'aventure qui comptait. Et tu voulais que ces films ne parlent pas qu'au cerveau, mais aussi au cœur. Le plus important, c'est qu'on est là, nous. Alors tu pensais que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas? Mais en vérité, ça fait 3 ans que tu fais durer Back to OK et que tu peines à y mettre un point final. Jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Tu as attendu de revenir en Oklahoma 7 ans plus tard pour terminer en beauté. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regarde le panneau derrière toi. Coucou. Oh, je vois qu'il y a déjà du monde. Ah, mais c'est le Beisel Memorial Library derrière toi, Tristan. C'est incroyable de le voir en vrai, enfin, à l'écran comme ça. Tu te rappelles quand on a tourné la séance de la forêt de Chantilly avec la reconstitution? Bah non, justement. Il ne se souvient plus de rien. Comment ça, il ne se souvient plus de rien? Ensemble, on a traversé tout le projet. Je reprends temporairement la main alors. Pour mieux comprendre ce qui vous attend, on retraverse l'Atlantique. On va tout de suite dans le 14e arrondissement de Paris pour rejoindre le présentateur emblématique de Back to OK. Bonsoir Turner. Quel est le programme de cette ultime volée? Bonsoir Amélie, bonsoir Margot. Bonsoir Tristan, bonsoir Eva. Eh bien oui, dans cette ultime volée de Back to OK, et dans un ultime effort de synthèse de l'identité oklahomaine, nous essaierons de percer les mystères de la société états-unienne. Nous nous intéressons enfin à la vie politique de l'État du point de vue de ses institutions politiques. Dans un dernier élan, nous reviendrons sur la campagne présidentielle de 2016, vécue depuis l'Oklahoma. Et bien sûr, nous clôturerons comme il se doit le triptyque Back to OK. Voilà pour le programme de ces derniers jours. Back to you. Merci beaucoup Turner. Alors, juste une dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet. Ça rafraîchira peut-être la mémoire de certains. Pourquoi avoir choisi la place d'Enfer Rochereau pour débuter ce dernier documentaire? Ah oui, souviens-toi, nous avons entamé la deuxième volée devant un modèle de la Statue de la Liberté, l'œuvre la plus célèbre d'Auguste Bartholdi. Eh bien, nous sommes ici devant notre œuvre majeure du sculpteur, le Lion de Belfort, ou plus précisément sa réplique parisienne en modèle réduit. Pour la petite histoire, le lion a d'ailleurs le regard tourné vers sa petite sœur américaine. Une petite sœur américaine, spoilers, que nous retrouverons bientôt grandeur nature. En tout cas, merci et à tout à l'heure Turner, et je vous laisse le relais pour l'ultime volée. On se retrouve dans 90 minutes, à plus. De notre côté, on va juste laisser l'émotion reprendre le dessus, sur le bas-côté de la route 66, devant cette bouteille de Pops, en se retournant pour contempler le chemin parcouru en 7 ans. Merci à vous de nous regarder. Depuis le cœur de l'Oklahoma, welcome back to OK. Bienvenue dans l'ultime volée. Ah, Lan, ce passage de la campagne à la ville, c'est quand même spectaculaire. Comment on en est arrivé là? À Lan? Ben, à pied, je te rappelle que je suis parti en marchant à la fin du deuxième volet pour allier la ville. Ah bah c'est sûr que c'est plus rapide que d'arriver en train depuis Paris. Mais non, pas à Lens, ça je sais. Politiquement, aux États-Unis, comment on en est arrivé là, à ce niveau de tension entre républicains et démocrates? Entre ces deux visions politiques, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun ciment, il n'y a plus aucun travail possible entre les deux partis. Et puis, quand tu rappelles les racines de l'opposition entre ces deux partis, oh, c'est une fracture béante qui ne fait que s'agrandir au grand jour. Attends, tu vas un peu vite en besogne là.
Je savais que j'aurais pas dû te donner le dossier de recherche Study of Politics in Oklahoma hier soir avant d'aller se coucher. Ça peut provoquer des cauchemars. On parle de bataille finale entre les forces du bien et du mal pour parler d'une simple élection présidentielle. Il va où ce pays s'il oublie qu'il est né pour que le mot démocratie ait un sens ? Je ne sais pas comment tu as réussi à maintenir une vision positive des États-Unis et de l'Oklahoma après toutes tes recherches. Ça, c'est parce que tu n'as lu que les 2 premières parties du rapport. Avant d'inspecter les multiples fissures de la maison politique, il faut d'abord inspecter les fondations. Et même si elles tremblent, elles restent solides. Lors de notre voyage en 2016, on avait justement eu l'occasion de se pencher de très près sur les institutions politiques, en visitant ces lieux de pouvoir et en découvrant leurs rouages. Et tu verras, quand on observe ces institutions, on comprend mieux les États-Unis. Allez, viens, je t'emmène dans ce voyage. Oui, je te rejoins tout de suite à l'hôtel de ville. La première étape de notre voyage politique en Oklahoma nous emmène à la découverte du premier niveau de gouvernance qui existe. Dans un contexte politique national tendu, il peut étonnamment offrir la preuve qu'un travail bipartisan est bien possible à l'échelle locale. Nous sommes actuellement devant l'hôtel de ville de Lan. Et ça tombe bien, parce que l'exemple le plus parlant de ce drôle de système politique, entre confrontation et travail en commun, c'est justement la municipalité. Avant toute chose, lorsqu'on parle de municipalité en Oklahoma, il faut distinguer 2 catégories. Les towns, pour simplifier les communes de moins de 1000 habitants, et les cities, les communes de plus de 1000 habitants organisées sous ce fonctionnement. Ces 2 types de communes ont des statuts différents, et donc des modes de fonctionnement différents. Les towns comportent entre 3 et 5 conseillers municipaux, les trustees, qui gèrent les affaires courantes et classiques d'une commune, comme le maintien de l'ordre, la gestion des rues, la préemption des terrains, ou encore l'organisation des pompiers. D'ailleurs, figure-toi qu'on avait visité la caserne des pompiers de Stillwater au dernier jour du voyage. Oui, bon, ok, c'est pas le sujet. Bref. Pour les cities, vu leur taille, les compétences sont plus larges et l'organisation plus complexe, comme on va le voir ensuite. Non mais attends, je ne comprends pas. Avant ta digression au milieu de nulle part, tu disais que le statut est lié au nombre d'habitants, mais je vois par exemple que la ville de Chelsea comporte 1900 habitants et pourtant c'est toujours une town. Tu as une explication ? C'était pour simplifier, sinon on va y passer la nuit. En fait, ce seuil de 1000 habitants correspond à la taille de la commune à sa naissance. Pour changer de statut, il ne faut pas seulement franchir la barre des 1000 habitants, dans un sens ou dans l'autre. Il faut aussi un vote des habitants pour entériner ce changement. Sans doute qu'aucun référendum n'a été organisé à Chelsea, ou que les habitants ont rejeté ce passage en City. Et encore, je ne te parle là que des municipalités en Oklahoma. Les règles sont différentes dans chacun des 50 États des États-Unis. Bref, qui a parlé de complexité administrative en France ? Ça c'est clair. Et les choses se compliquent davantage lorsqu'on s'intéresse au fonctionnement des cities. Car là non plus, tout n'est pas uniforme. Selon la loi oklahomane, il existe 4 modes d'administration différents. Il y a tout d'abord le statutory aldermanic. Le pouvoir est avant tout détenu par les conseillers municipaux élus, le maire préside et est élu par l'ensemble de la population, mais ses pouvoirs restent limités. Autre mode d'organisation, le Strong Mayor Council Government, qui, comme son nom l'indique, donne des pouvoirs forts au maire, à la fois à la tête de l'administration et du pouvoir exécutif. Ce sont là des modes d'organisation où le pouvoir municipal est avant tout politique. Mais il y a aussi un 3e type de fonctionnement où l'administration, strictement séparée du pouvoir politique, occupe une place prépondérante. Avec le Council Manager Government, le maire est premier parmi ses pairs, c'est-à-dire qu'il n'a pas plus de pouvoir que les autres élus, et c'est le conseil municipal qui administre la ville avec le manager qu'il nomme. C'est comme si en France, le directeur général des services en France prenait directement les décisions avec le conseil municipal et que le maire n'était désigné que pour signer les actes. Avant de perdre définitivement nos spectateurs, merci aux 2-3 étudiants de l'école urbaine qui nous suivent encore et qu'on salue chaleureusement. Je propose qu'on s'intéresse spécialement à une municipalité parmi les 597 que comporte l'Oklahoma. Et mieux encore, une commune qui fonctionne avec le Council Manager Government, puisque c'est en vogue outre-Atlantique. Ce mode de fonctionnement va au-delà de l'Oklahoma, car aujourd'hui aux États-Unis, ce sont 59% des municipalités qui fonctionnent ainsi. Et pour cela,
tu as choisi une ville totalement au hasard, Amélie. Effectivement, je te propose d'étudier Oklahoma City. Oh, la capitale de l'Oklahoma! Quelle coïncidence! Figure-toi qu'on a eu la chance de rencontrer son conseil municipal en 2016. Ça va être super simple et super sympa à étudier, tu vas voir. Par contre, il y a un petit bémol. C'est-à-dire? Tu connais la carte Joker des municipalités de plus de 2000 communes en Oklahoma? C'est quoi encore ce délire? J'ai l'impression de jouer à un jeu gallois avec Perceval dans Camelot. Alors, les communes de plus de 2000 habitants, comme Oklahoma City, ont le droit à un quatrième mode d'organisation, la charte communale. En résumé, c'est la municipalité qui choisit elle-même ses règles d'organisation, elle fait comme elle veut, tant que ça ne s'oppose pas à la constitution oklahomane des États-Unis. Ça me donne une migraine. Donc ce que tu m'expliques, c'est qu'à Oklahoma City, on n'est pas du tout dans le modèle de Council Manager Government, mais dans une municipalité unique en son genre aux États-Unis? Bah non, justement. Même si Oklahoma City a adopté une charte municipale en 1911, elle a quand même adopté le modèle du Council Manager Government 15 ans plus tard. Étudier la mairie d'Oklahoma City va donc nous permettre de comprendre le fonctionnement politique de la grande majorité des villes aux États-Unis, et notamment comment les républicains et les démocrates peuvent arriver à travailler ensemble à l'échelle locale. Et on peut se dire que la taille des conseils municipaux aide, n'est-ce pas Turner? Traduisons concrètement les différences municipales entre la France et les États-Unis. La taille du conseil municipal français dépend du nombre d'habitants dans la commune. Pour un village de 100 habitants, il y a 7 élus. Et pour une ville de plus de 300 000 habitants, en dehors de Paris, Lyon et Marseille, il y a 69 conseillers municipaux. La ville de Cray, située entre 35 et 40 000 habitants, dispose de 39 élus. Faisons le calcul. Cela fait un élu pour 927 habitants. Et maintenant, si je vous dis qu'à Oklahoma City, il y a un élu pour 85 000 habitants, oui, vous allez me dire qu'il y a une petite différence, qu'on ne peut pas comparer même en proportion une ville de 36 000 habitants et une ville de 680 000 habitants, et vous aurez raison. Comparons donc Oklahoma City avec la ville française qui présente la population la plus proche, à savoir Lyon. Dans l'ancienne capitale des Gaules, il y a 73 conseillers municipaux pour 518 000 habitants, ce qui fait environ un élu pour 7 000 habitants, et donc un rapport de 1 à 12 avec Oklahoma City. Vous ne pourrez pas nier la différence numérique entre les conseils municipaux des grandes villes françaises et américaines donc. Mais découvrons de l'intérieur le fonctionnement des municipalités oklahomanes. Implanté en plein cœur d'Oklahoma City, inauguré en 1937, le City Hall est le siège historique du conseil municipal de la ville. C'est ici que siègent notamment les 8 conseillers municipaux d'Oklahoma City, chacun représentant un ward. Un ward? C'est-à-dire? C'est comme ça qu'on nomme les districts d'une municipalité, déterminant pour les élections. Car contrairement au scrutin de liste que l'on connaît en France, à Oklahoma City, on vote pour élire le conseil municipal de son district pour un mandat de 4 ans. Comme tu le vois sur cette carte, les wards ont des tailles différentes, car chacun de ces districts doit regrouper le même nombre d'habitants, soit 85 000 aujourd'hui. Le maire est quant à lui élu directement par l'ensemble de la population. Il est membre à part entière du conseil municipal, le préside symboliquement, mais ne détient pas plus de pouvoir que les autres élus. Car comme dans le modèle de Council Manager Government, le maître à bord est avant tout le City Manager, l'équivalent de notre directeur général des services. Le City Manager siège à la table du conseil municipal d'Oklahoma City, mais n'a pas le droit de vote et il est apartisan. Il est nommé et peut être révoqué par le conseil municipal, se trouve donc à la tête de l'administration municipale et est notamment chargé chaque année de préparer le budget.
À ses côtés, on trouve aussi le city clerk, c'est-à-dire le greffier, qui joue un rôle clé également en notant l'ensemble des transactions financières de la ville et de tous les actes législatifs pris par le conseil. Enfin, troisième personne de l'administration à siéger à la table du conseil municipal, le Municipal Counselor. Il est le conseiller juridique du maire, du conseil municipal et des services dans leurs fonctions, et il est chargé à ce titre de la défense des intérêts juridiques de la ville. Alors finalement, on pourrait se demander si cette place prépondérante donnée aux services à Oklahoma City, à l'expertise aussi, n'aboutit pas à une dépolitisation de la municipalité et donc à un travail commun simplifié entre républicains et démocrates. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je me mets au travail. Il faut au moins 4 heures d'examen pour répondre à ta question. En tout cas, j'ai bien révisé mes cours. D'après les experts, cette forme d'administration par les services a justement été créée pour contourner les blocages partisans au sein des conseils municipaux. On va laisser le soin aux experts de répondre à cette question, mais ce serait plus simple si tu nous parlais plutôt de tes souvenirs de voyage de 2016, parce que je crois que tu avais pu assister à un conseil municipal justement, non ? Effectivement, on avait rencontré le maire, Mike Cornett, le maire d'Oklahoma City. Il nous avait reçus dans son bureau 1 heure avant le conseil municipal, c'était assez impressionnant. En plus, c'était le président de l'association des maires des États-Unis, donc il occupe quand même une fonction assez importante. On a eu l'occasion ensuite de pouvoir visiter la mairie, de visiter les bureaux des services, le bureau d'un conseiller municipal également, Pete White, donc le délégué du Ward 4, qui nous avait reçus, qui était par ailleurs l'oncle de Barry. Et ensuite, on a assisté à environ 1 heure de conseil municipal. On avait eu le programme en amont qui faisait bien 80 pages. C'était assez impressionnant et ce qui nous avait marqué, c'était... on a l'impression que tous les élus étaient sur la même longueur d'onde. Alors effectivement, ils ne sont pas nombreux autour de la table, une dizaine tout au plus, alignés en rangée. Et lors des premiers votes, en fait, ils votaient à l'unanimité en faveur des mesures. Et c'est assez singulier. On a l'impression qu'il n'y avait pas de majorité, pas d'opposition, mais que les élus prenaient les mesures ensemble. Donc c'était assez particulier. Je crois qu'on a encore quelques archives de ce moment que tu tenais à nous montrer. Nous apprendrons que le council est diffusé en direct à la télévision. Il n'y a que très peu de personnes dans le public, tout au plus une dizaine en plus de nous. Le maire fait son entrée dans la salle. Tout commence, comme d'habitude, par une prière. Un pasteur arrive à la tribune et tout le monde se lève. Petit raté à la fin de son prêche, car nous commençons à nous asseoir alors qu'on rend maintenant hommage aux États-Unis via son drapeau. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Dans les premières minutes, j'avais véritablement l'impression que le maire était assimilable à un animateur. J'ai eu le compas dans l'œil. Mick Cornett a été commentateur sportif pour la télévision, quittant sa place pour se présenter devant le petit public et annoncer le lancement de la Tricks or Tweet Night, avec un monsieur ayant une citrouille dans les mains, nous présentant ensuite à tous comme les Français étant en Oklahoma pour 2 semaines. I also like to note as we get started, we have some visitors from France that are here today. We have some foreign exchange students. Would you all stand so we can get a good look at you? How about a round of applause to welcome our visitors? They've been here for a couple of weeks and have seen the sights and sounds of Oklahoma City. I got to visit with them this morning. They speak better English than I do. I was very impressed. Quand il nous a reçus dans son bureau 1 heure plus tôt, on lui avait dit qu'on venait de Picardie, de la région Picardie. Et quand il nous a présenté, il nous a dit voilà, ce sont des Français qui sont là pour 2 semaines en Oklahoma. Ils viennent d'un peu partout en France, alors que ce n'était pas du tout ce qu'on lui avait dit. They come from all over the nation of France. Some from Paris, some from the West Coast and all the way over to the East Coast. Sur le coup, justement, on n'en était pas du tout aperçu. Et c'est Tatiana, un quart d'heure plus tard, qui nous a dit mais vous avez remarqué qu'il avait parlé de côte Est en France? Voilà, ça nous a refait la séance du conseil municipal. Great to have you all in town, and we know when you go back to France, you're going to say nice things about it and bring back more people next time you return. So thanks very much for coming. We enjoy your stay. Mais quand je revois cette séquence, malgré cette petite maladresse marrante, c'est quand même émouvant, voilà, d'avoir une présentation comme ça par le maire d'Oklahoma City. C'est fort, c'est pas anodin quand même. Mais les choses sérieuses finissent par commencer, et les petites ampoules des votes s'allument.
Aussi surprenant soit-il, un conseil municipal américain est très différent de ceux qu'on en a l'habitude de voir en France. Devant le petit hémicycle des 12 membres du conseil, se trouve un pupitre où défilent ceux qui ont un projet à défendre. Ainsi, un membre de la direction du club des Tenders. Mais étonnamment, personne ne reste dans la salle. Tous ne sont que de passage et partent après leurs interventions. Nous-mêmes finirons par partir au bout d'1 heure de conseil. Ah, on ne peut pas rester de marbre devant la stèle du Père Marquette. C'est en bronze, non? La stèle lannoise, oui, mais rappelle-toi qu'outre-Atlantique, c'est bien une statue en marbre qui occupe les travées d'une des plus prestigieuses institutions politiques états-uniennes, implantée à Washington. La Maison Blanche? Non, un bâtiment plus capital dans la Capitole, enfin, je veux dire, un bâtiment plus Capitole dans la capitale, enfin, tu m'auras compris. Il est en effet de tradition que chaque État des États-Unis offre 2 statues au siège de la branche législative du pouvoir fédéral, honorant ainsi 2 femmes et hommes qui ont fait son histoire. C'est ainsi que le Wisconsin a donné au Capitole des États-Unis une statue de Jack Marquette. L'Oklahoma a quant à elle offert la statue de Will Rogers, célèbre acteur amérindien et producteur, dont la mémoire est très honorée dans l'État, ainsi qu'une statue de Sequoia. Non pas Sequoia l'arbre, mais Sequoia, un homme cherokee qui a certes donné son nom à l'arbre, mais surtout a légué à son peuple un syllabaire permettant la perpétuation de sa langue à l'écrit. C'est en sa mémoire, souvenez-vous, que les 5 tribus amérindiennes avaient prévu de nommer leur État Sequoia, avant que le projet ne soit mis à terre et que l'Oklahoma ne soit fondé. Très ironique donc que l'Oklahoma offre une statue de Sequoia au Capitole en 1917, 10 ans après sa naissance. Et c'est symbolique, en raison de son histoire, que l'Oklahoma soit le premier État à offrir la statue d'un Amérindien. Symbolique aussi, car à 1800 km de Washington, le Capitole de l'État d'Oklahoma est le seul Capitole à avoir une statue d'Amérindien à son sommet. Tu la vois? Non, je vois juste la batterie Morlot. Alors attends. Alors c'est génial, mais je ne vois toujours pas la statue. Ça c'est normal, parce que si le Capitole Oklahoma a été construit entre 1914 et 1917, tu dois toutefois savoir que son dôme n'a été construit que plus tardivement, en 2002 seulement. Et donc, ça fait seulement 21 ans que The Guardian, cette œuvre du sculpteur et par ailleurs sénateur Annie, veille sur l'Oklahoma. Autre singularité du Capitole, c'est le seul des États-Unis bâti au sommet d'une plateforme pétrolière. Alors le puits est aujourd'hui tari, mais c'est très symbolique quand même pour un État dont l'économie a été bâtie sur le pétrole et qui se refuse aujourd'hui encore à agir activement contre le changement climatique en raison de cette industrie. On visite l'intérieur? Avec plaisir. Alors là, je pense que tu reconnais. En plein cœur d'Oklahoma City, il est là ce fameux sceau d'État dont on a déjà évoqué la légende auparavant. Il aurait été transporté, certains disent volé, de nuit depuis Guthrie pour atterrir ici. On est là sous le dôme, entouré par des fragments d'histoire oklahomane. Ah oui, je reconnais l'expédition de Coronado, l'arrivée forcée des premiers Américains sur la piste des larmes et l'instauration des 5 nations. Ça rappelle des souvenirs. Attends, je vois aussi une liste de noms là-bas. Oui, c'est Pro Patria, cette œuvre du peintre français Gilbert White en mémoire des soldats oklahomans qui ont combattu en France pendant la Première Guerre mondiale. À côté du tableau, les noms des 2735 Oklahomans morts pendant la guerre sont rappelés. Dans ce condensé d'histoire oklahomane qui est le Capitole, on peut aussi noter une peinture commémorant le transfert de la Louisiane française aux États-Unis en 1803. Et enfin, cette autre œuvre découverte dépeignant Notre-Dame de Paris, à l'époque où elle avait encore une flèche. On dirait presque que tu as déjà visité le Capitole de l'État d'Oklahoma. Eh bien c'était le cas, on l'a visité l'avant-dernier jour de notre voyage en 2016, avec un élu comme guide d'une matinée. Parce que dans ce bâtiment, on retrouve tous les pouvoirs. Les 2 chambres législatives siègent là. Le pouvoir exécutif y réside aussi,
Voilà, vous avez désormais un panorama complet des institutions oklahomanes. Et de mon côté, je n'ai toujours pas bougé du jardin de Luxembourg et des abords de ce magnifique palais qui abrite le Sénat français. Si les fellows français ont eu la chance de visiter le Capitole oklahoma il y a 5 ans, de mon côté, j'ai eu l'opportunité de visiter ce Sénat avec les autres fellows américains en 2019. Et il n'y avait pas que des fellows américains au Sénat en 2019. Est-ce que vous pouvez retrouver le selfie, s'il vous plaît? Ah oui, cette fameuse photo en fait. Pas Tristan, qu'est-ce que tu fais là? T'es plus à Léon? Non mais en fait je me suis dit que j'allais te revenir à Paris pour le soutenir un peu pour la présentation. Puis parce qu'on a quand même quelques anecdotes à raconter sur cette visite en 2019. Je crois que c'était la 2e fois qu'on se voyait et puis on avait sympathisé et puis on avait pris un selfie notamment sur les bancs du Sénat. On avait fait une visite complète, c'était la première fois d'ailleurs que je mettais les pieds au Sénat, donc c'était assez marquant. Oui, absolument. En tout cas, visiblement, il y en a qui ont l'habitude de squatter les sièges du Sénat, visiblement. C'est très très fourbe comme montage photo, vraiment fourbe. En tout cas, merci infiniment Turner pour toute cette exploration complète des institutions oklahomanes et on se retrouve à Paris tout à l'heure. Alors voilà, le puzzle Back to OK est bientôt complet, mais il manque encore une dernière pièce pour le comprendre. Rendez-vous est pris de l'autre côté de l'Atlantique pour la retrouver. Il est 20h16, bonsoir à toutes et tous. À la une de ce 9 novembre 2016, bien sûr, ce coup de tonnerre dans le pays de l'oncle Sam. Le candidat conservateur Donald Trump obtient ce soir les clés de la Maison Blanche. Nous allons y revenir dans ce journal. Nous serons ainsi avec notre correspondant en duplex d'Oklahoma City, nos experts en plateau et nos invités. Avec eux, nous allons essayer de comprendre comment se déroule une élection aux États-Unis, avec un focus spécial sur le vote en Oklahoma. Vous allez comprendre qu'on ne votait pas que pour le président des États-Unis hier, et nous reviendrons également sur le bilan du président sortant, avec notre invité qui a réalisé un dossier de recherche sur la sécurité sociale aux États-Unis. Nous recueillerons enfin quelques réactions à chaud pour comprendre l'atmosphère politique aux États-Unis. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue dans l'édition spéciale d'Oklahoma News. Je vous le disais en introduction de ce journal, c'est donc Donald Trump qui sera le 45e président des États-Unis. Le candidat républicain a été préféré à sa rivale démocrate, Hillary Clinton, qui a pourtant recueilli près de 3 millions de voix de plus que lui. Comme vous le savez néanmoins, le président états-unien n'est pas élu à la majorité des voix exprimées, mais indirectement avec un système de grands électeurs. Dans 48 des 50 États des États-Unis, il suffit qu'un candidat récolte une voix de plus que son premier adversaire pour emporter la totalité des grands électeurs d'un État. C'est la règle du « winner takes all ». Et à ce petit jeu, c'est donc Donald Trump qui l'a emporté avec 304 grands électeurs contre 227 pour Hillary Clinton. C'est seulement la 5e fois de l'histoire états-unienne qu'un candidat accède à la Maison Blanche sans avoir recueilli le plus de voix.
Sur les 538 grands électeurs qui élisent le président et composent le collège électoral des États-Unis, 7 sont désignés en Oklahoma. Et 7, c'est d'ailleurs un chiffre clé pour comprendre le vote d'hier dans le Sooner State. Pour le comprendre, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial John Smith. Bonsoir John, vous êtes en direct d'Oklahoma City pour Oklahoma News et vous nous racontez ce soir comment s'est passée cette journée de vote dans l'État. Oui, bonsoir Amélie, je suis effectivement en direct d'Oklahoma City. La journée de vote hier s'est déroulée sans incident majeur, avec un taux de participation de 49%. Cela peut sembler peu comparé au taux de participation pour les élections présidentielles en France. L'Oklahoma est en effet le 6e État où on vote le moins aux États-Unis. Sans surprise, c'est Donald Trump qui est arrivé en tête dans le Sooner State avec 66% des voix. Le candidat républicain arrive ici en tête de chaque élection présidentielle depuis 1968. Alors, on ne votait pas hier que pour la présidence des États-Unis. Les électeurs oklahomans étaient invités à désigner leurs représentants fédéraux à la Chambre des représentants et au Sénat, ainsi que de renouveler ou non le mandat de 7 juges oklahomans, d'élire également leurs députés et leurs sénateurs, ainsi que des élus locaux dans certains comtés. Je précise pour nos téléspectateurs français que tout cela s'effectue sur le même bulletin de vote, constitué de plusieurs pages. Alors parfois, ça peut être long. C'est pour ça qu'une case « Choix du parti » a été inventée au début du bulletin. Vous cochez républicain, démocrate ou libertarien, et vous votez automatiquement pour les candidats du parti dans l'ensemble des élections partisanes. Attention pour les étourdis à ne pas oublier la dernière page, relative au référendum législatif en Oklahoma. Tout à fait, merci beaucoup John. Vous étiez en direct d'Oklahoma City pour Oklahoma News. Alors ce soir, on parle beaucoup du futur 45e président des États-Unis, mais qu'en est-il du bilan du 44e président du pays ? À l'actif du président sortant Barack Obama, partisan comme adversaire parleront de l'Obamacare, cette réforme de l'assurance maladie états-unienne, adoptée dans la douleur en 2010, est beaucoup évoquée dans cette campagne présidentielle. Pour ses partisans, ce serait une avancée considérable dans l'accès aux soins des Américains, permettant notamment à plus de citoyens à faible revenu de bénéficier d'une assurance. Pour ses détracteurs, c'est un système non viable économiquement pour les assurances privées parce que seuls les gens malades, donc les citoyens qui ont besoin de financement de soins, l'utiliseraient. D'autres encore considèrent que l'Obamacare ne va pas assez loin en ne créant pas d'assurance santé publique, comme l'avait pourtant promis Barack Obama lors de sa première campagne. Alors, arrêtons-nous 2 secondes. Qu'est-ce qui explique ces divisions dans le pays ? Quels sont les ressorts de la sécurité sociale états-unienne et à quel point est-elle différente de notre sécurité sociale en France ? Pour le comprendre, nous sommes en duplex avec Adeline Rossetti. Bonsoir Adeline. Alors, vous avez participé au programme Fellows il y a 3 ans, en 2013, et votre dossier de recherche portait justement sur les différences de sécurité sociale entre France et États-Unis. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette étude ? Le système de santé là-bas, il est complètement différent. Les coûts, les frais hospitaliers coûtent énormément, excessivement cher là-bas. Du coup, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, c'est pas si simple de se faire opérer, de se faire retirer les dents de sagesse, quand on se casse une jambe ou un bras, tout de suite on s'inquiète, alors qu'en France, en fait, on s'inquiète pas du tout de ça. Et ça m'a intéressée tout de suite. C'est pour ça que j'ai choisi ce dossier de recherche. Alors justement, comment fonctionne la sécurité sociale aux États-Unis ? Il y a deux programmes qui existent. On a Medicare et Medicaid. Il y en a un où c'est un peu comme une sorte de retraite, mais pour la santé, c'est-à-dire qu'on cotise toute sa vie et c'est à partir de 65 ans qu'on bénéficie d'aide si jamais on a besoin de frais de santé, parce que il est vrai que quand on atteint un certain âge, on a souvent plus besoin d'aller voir des médecins, ça coûte plus cher, donc du coup c'est bien qu'une personne ait le choix de se dire moi j'ai envie de cotiser beaucoup plus, pour l'instant j'ai pas besoin de frais hospitaliers, mais j'en aurais peut-être besoin plus tard. Et ensuite, l'autre programme, c'était un programme qui permettait aux gens à
très faible revenu de pouvoir bénéficier d'aide pour les soins. Entre-temps, il y a eu Obamacare. Barack Obama a essayé de mettre en place un système qui soit équitable pour tout le monde, donc déjà que tout le monde puisse payer les soins au même prix. Donc il y a eu un essai que tous les États fédérés puissent avoir une norme, entre guillemets. Pareil pour les assurances qui pouvaient exister, il y a effectivement des assurances privées qui existaient à l'époque. Le but c'était un peu d'aligner les prix pour que tout le monde puisse payer ceci. On voit un peu mieux le fonctionnement, mais à partir de vos expériences en Oklahoma, comment expliquez-vous ces différences avec la France ? Pour être tout à fait franche, quand je suis allée aux États-Unis dans le cadre du projet en Oklahoma, j'étais dans une famille d'accueil. Barack Obama, ils étaient contre lui et Obamacare, ils étaient contre parce qu'en fait, ils m'ont dit, mais en fait, il est hors de question que mon salaire, que ce que moi, je travaille et j'endurcis tous les jours pour ma famille, il est hors de question que ça aille à d'autres personnes. C'est un peu ce que je dis toujours, mais le fameux rêve américain dont tout le monde parle. Mais en fait, ce rêve américain, c'est j'arrive aux États-Unis, je fais ma vie, je pars de zéro, mais je me débrouille seule. Quand j'étais dans ma famille, je leur avais expliqué comment ça fonctionnait en France. Et j'avais essayé de leur dire, mais voilà, supposez qu'un jour, vous ayez des problèmes et que je vous le souhaite pas, mais que quelqu'un soit malade dans votre famille et que vous ayez pas forcément les moyens de tout payer tout de suite maintenant, est-ce que vous seriez pas content que y ait une caisse de sécurité sociale qui vous permette de payer ces soins et qui a été finalement cotisée par vous à une certaine époque, mais par des jeunes aujourd'hui qui travaillent et qui cotisent aussi pour ça. Et ça avait amené à se poser des questions. Donc je reste persuadée que des conversations ouvertes, comme je suis en train de le faire là maintenant, c'est possible. Tant qu'à poser des questions, je suis sûre que vous y avez beaucoup réfléchi en écrivant votre dossier de recherche, mais est-ce qu'un système de sécurité sociale est possible aux États-Unis ? Si on le met en place dans un pays tel que la France, pourquoi ça pourrait pas être mis en place aux États-Unis ? À l'époque, quand j'avais fait mon dossier, j'avais dans ma présentation inclus, tiens, est-ce que si on augmentait la taxe quelque part, on pourrait pas mettre de l'argent dans la caisse de la sécurité sociale aux États-Unis ? Est-ce qu'on pourrait pas permettre de récupérer de l'argent et donc de fournir de l'aide à tout le monde ? Je sais pas, mais et ça, tout le monde le paierait, tous ceux qui peuvent payer le paieraient en fait. Et j'avais parlé notamment de l'essence qui était extrêmement peu coûteux aux États-Unis. Supposons qu'on mette des taxes, un peu plus de taxes sur l'essence, et qu'on dise, ces taxes-là qu'on va récupérer sur l'essence, on le mette du côté de la sécurité sociale. Et j'avais calculé un nombre exorbitant à la fin qu'on pouvait récolter, et je m'étais dit, mais en fait avec ça, on pourrait déjà avoir un début de sécurité sociale. Pas besoin juste de demander aux employés de cotiser tant de pourcents de leur salaire, juste en payant un peu plus de taxes sur l'essence, voilà, on en serait là. Aujourd'hui, je me poserais peut-être un peu plus de questions, je me dirais, est-ce que c'est cool de mettre des taxes sur l'essence pour la sécurité sociale, pour la pollution, voilà, il y a des trucs à changer peut-être. Effectivement, ça pose beaucoup de questions. Merci beaucoup Adeline pour ce décryptage et on a hâte d'écouter vos autres souvenirs de ce voyage en Oklahoma. De retour sur le plateau d'Oklahoma News, merci d'être avec nous ce soir en ce 9 novembre 2016. Pour nos téléspectateurs français, nous avons donc exploré le fonctionnement d'une élection aux États-Unis et compris les différences de culture politique entre la France et les États-Unis. Mais qu'en est-il de l'analyse de l'élection ? L'arrivée de Donald Trump au pouvoir s'inscrit-elle dans la continuité de l'histoire politique états-unienne ? Pour comprendre les valeurs politiques qui ont guidé le pays à travers le temps, du combat originel pour la liberté à l'élection de 2016, en passant par le discours fondateur de Gettysburg et la quête douloureuse de la fraternité, les Jock Studios vous convient à une soirée documentaire exceptionnelle. On se retrouve dans 7 ans, à l'automne 2023, pour Eau Claire, une histoire politique des États-Unis. Bande annonce.
Philadelphie. Nous sommes le 4 juillet 1776. L'effervescence est incroyable. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que l'Abbeville états-unienne a joué un rôle majeur dans l'histoire. Combattre pour l'union, c'est se battre pour la liberté et l'égalité rêvée par les pères fondateurs. Le train de l'histoire états-unienne n'attend pas. Et sur le long chemin vers l'égalité, va-t-on enfin parvenir à la fraternité ? Rejoignez-nous depuis Washington DC et d'autres villes majeures des États-Unis pour un voyage dans le temps inédit à la découverte de l'histoire politique des États-Unis. Eh bien, nous allons tirer tout ça au clair à l'automne 2023. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. À suivre Poétique du voyage, l'épilogue tant attendu de notre trilogie. Ce soir, avant de s'éteindre définitivement, Back to OK va vous livrer ses derniers secrets et conclure enfin l'aventure des Fellows. Bonsoir. Salut, je t'écris ces quelques mots depuis New York, afin de te souhaiter bon courage dans la mission qui t'attend. Raconter la poétique d'un voyage n'est pas chose aisée. Je n'y suis jamais parvenu fidèlement, parce que c'est un mix d'émotions de chaque instant dont on se rappelle pour la vie. Impossible à traduire seul. C'est un mélange savamment dosé entre rencontres et instants partagés, incongruité des moments et des découvertes, émerveillement et beauté d'un moment présent si difficile à figer. Alors, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de comprendre ce qui a rendu ce voyage en Oklahoma si unique pour chacun des Fellows. Parce que, vois-tu, à s'attarder sur le contenu de nos dossiers de recherche, il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Pourquoi l'Oklahoma ? Pourquoi est-ce ce voyage en particulier qui a marqué nos vies, à nous Fellows ? Je commence tout juste à trouver la réponse, ici, sur la côte est des États-Unis. Je commence à me rappeler que la beauté du voyage, ça a été ce partage ensemble, entre Fellows dans ce même bateau, avec nos familles d'accueil, en lisant la joie de nous faire découvrir leur pays, leur culture. Mais je te laisse te forger ta propre opinion. Alors, depuis ce poumon vert qu'est Central Park, je te souhaite beaucoup de courage pour recueillir ces témoignages, et je sais que tu seras inspiré. De mon côté, je songe juste à dormir ici. L'Oklahoma peut encore attendre. J'ai déjà envie d'emprisonner dans mes paupières cette vue de la Liberty Bell à Philadelphie, de la Statue de la Liberté ici à New York, du domaine de la Nemours Estate à Wilmington, et de cette session de la Chambre des représentants au Capitole à Washington. J'ai juste envie d'imaginer, un instant, que les valeurs défendues de liberté, de démocratie, sont une réalité de chaque instant. J'ai juste envie de faire un rêve, et d'imaginer tous les gens partager le monde, vivant ensemble et en paix. Parfois, il faut juste imaginer. C'est sans doute ça qu'a permis le programme Fellows, d'aller à la rencontre de l'autre, de détruire tous les murs imaginés, et de construire un pont que depuis des dizaines de Fellows ont traversé, plantant à chaque voyage les graines de l'amitié entre les peuples. Je te souhaite de trouver ce même pont dans ta vie, et je sais que tu ne manqueras jamais de le traverser. Le voyage en vaut la peine. Même de l'autre côté du pont, tu verras, quand l'aventure ne sera qu'un souvenir, l'émotion persistera. Toutes les belles histoires ont une fin. Après 15 jours en terre Oklahoma ou en terre Picardie, pour les élèves américains, l'histoire des Fellows s'achève lorsque les lycéens voyageurs se retrouvent dans le hall de l'aéroport à faire leurs adieux aux familles d'accueil qui ne verront probablement pas avant de nombreuses années. Et quelle que soit l'année du voyage, qu'on soit français ou américain, il y a toujours un pincement au cœur au moment de tourner la page de cette aventure. On n'avait pas envie de partir. Je pense qu'à l'aéroport, on était tous
on était tous très émus. Ça a été très très dur de partir, je me souviens que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit ces gens-là je vais pas les revoir demain en fait. En fait j'ai eu l'impression de passer 3 mois avec déjà les gens avec qui je suis partie, on était une dizaine, mais en plus de ça, voilà, avec ma famille là-bas sur place, mes amis, j'avais une shadow que j'ai adorée parce que voilà, je les ai tous appréciés et c'était très triste de quitter ma deuxième famille. C'était un moment très fort en émotion, de voir s'arracher comme ça d'un coup à des gens avec qui on avait passé 2 semaines, avec qui on avait passé des moments incroyables. You know, it was sad to say goodbye to all my new friends, especially my host family. But I know I'll see them again. My host mom gave me a ton of just snacks and just things to take back. I had so much to take back, and I got to share it with my family, and they enjoyed it. And that was kind of the goal, like from her family to my family. It was a really sweet thing to do. And then returning to the United States was really cool because I had so many cool stories to tell my friends and my family. On était à la fois aussi un petit peu contents de revenir en France parce que notre famille, nos proches nous avaient manqué. On avait envie de retrouver la nourriture française aussi, parce que quand même la gastronomie française c'est quelque chose. Le voyage géographique vient certes de prendre fin, mais le voyage intellectuel est loin d'être terminé. Car à leur retour d'Oklahoma, ou de Picardie, un travail conséquent attend les Fellows, rédiger leur fameux dossier de recherche sur le sujet qu'ils ont étudié minutieusement tout au long de leur voyage. L'écriture de ce dossier elle a été très longue. J'ai passé environ 1 heure par jour à travailler dessus, de début mai à début juin. Donc ça a mis environ 1 mois. Et j'ai voulu parler de vraiment beaucoup de choses dans ce rapport et je n'ai pas eu le temps de récolter toutes les informations qu'il me fallait en seulement 2 semaines de voyage aux États-Unis. Donc j'ai eu besoin de l'aide de locaux pour m'envoyer des informations, notamment de l'aide de Nate Ferguson, qui est un étudiant de l'université d'Oklahoma City. For the writing of my research paper, by the time you get home, you have all of this evidence, you have some background knowledge, you know, for your introduction and for the claims in your paper. And then all you really have to do when you get back, or what I had to do when I got back, is just do a little bit more research. Just to be able to comment more on my evidence. L'écriture du dossier de recherche, j'ai essayé d'y passer du temps. Je voulais que ce soit, assez exhaustif, que ce soit intéressant. Et je voyais ça comme une façon de montrer ma reconnaissance en fait pour le voyage qu'on m'a offert. Une reconnaissance. Ces dossiers de recherche, c'est en effet la vraie marque de fabrique du programme Fellow, ce qui différencie ces voyages de l'autre côté de l'Atlantique d'un simple séjour. L'attachement des Fellows à leur sujet d'étude, c'est une passion qui va au-delà du voyage. C'est une curiosité intellectuelle qui marque pour la vie. Et ce ne sont pas les Fellows américains qui vont nous démentir. My research topic was World War I and the resilience of Picardy. So being there really furthered my understanding of World War I. I loved that. I loved that aspect of it, obtaining, research data, by their accounts of their own city. That was amazing. The research methods that I learned back then, I still use, especially starting grad school. I focused on social media usage by French and American teens. I spent a lot of time doing surveys and interviews, both with students in the US and with students in France. One of the things I remember was I had created a survey to send out in the US, and then I think I created a French version, but my French was not up to par at that point. That research paper was a great opportunity to sort of both put some of my academic interests at play, and then also really forced me to absorb the French language in a way I wouldn't normally. I've been able to use my research program somewhat since the program. Mine was on transportation in the United States versus France, which doesn't come up a lot during conversation, but when it does, I have a lot to say. Et ce qui est marrant, je parle peut-être pour moi, mais j'avais fait un dossier de recherche sur la sécurité sociale parce que j'étais intéressée par le domaine de la santé. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la santé, dans une start-up qui fait de l'intelligence artificielle pour la recherche sur le cancer. Et c'est cool de voir qu'on suit ces chemins
et qu'on a toujours des motivations et qu'on les garde et qu'elles sont toujours là des années après, en fait quasiment 10 ans après. Avant d'entrer dans la vie active et dehors des conversations, le moment idéal pour aborder le contenu des dossiers de recherche, c'est sans doute la cérémonie de remise des dossiers de recherche. Le format diffère sensiblement en Oklahoma et en Picardie. Côté états-unien, c'est une cérémonie faisant la part belle aux recherches des fellows sous forme d'exposé. Côté français, c'est une remise formelle du dossier écrit au rectorat. Et l'occasion de raconter quelques anecdotes au micro. Tu vas passer tout ton séjour à demander aux Américains pour qui voter, c'était quand même assez risqué. T'as dû prendre. C'était assez risqué, mais c'était aussi l'occasion de voir pourquoi ils votaient, parce que de France, on a un regard tout à fait différent. Et c'était également intéressant justement de voir le regard qu'ils portaient. Un point commun demeure cependant. Quelle que soit la rive de l'Atlantique, la cérémonie est assurément un moment émouvant. Un point d'orgue et le véritable épilogue du voyage. C'est vraiment l'aboutissement de toute l'expérience. Moi je dois dire que je suis toujours assez bluffée de voir comment vous arrivez à résumer, toujours d'une manière qui paraît très spontanée, qui doit sans doute être très préparée, les recherches que vous avez pu faire ensemble. C'est aussi un moment particulier, c'est assez émouvant parce que c'est le moment où vous vous retrouvez, on ne sait pas si vous vous reverrez après, on est à peu près certain que certains d'entre vous ne se reverront jamais, que nous-mêmes, nous ne vous reverrons peut-être plus jamais. Donc forcément c'est un peu la fin de l'aventure, voilà. Mais c'est aussi un bel aboutissement. We each gave our presentations. I remember it being very fun, but I had even more fun seeing everyone else's presentations. I didn't know what they were working on in their research project because while we were on the trip, I think partly because we were all so absorbed with being in France, when I got to sit down and see what they were doing and to sort of put the pieces together and go, oh, that's why that person was taking these pictures, or that's why they were focused on these issues, or whatever it was. Preparing for my presentation took a while, especially because that was the first time that I had used any sort of video editing software, so I had to learn that completely from scratch. I had to convert all of my data into graphs and then put in all the videos that I took, but I'm really proud with how it turned out. I also asked what form of transportation was used most often to travel to another country. The answer for both was mostly planes. Since the only countries you can travel to by car in America are Mexico and Canada, cars are used a lot less. However, in France, the shorter distances between countries and the fact that France borders like 5 other countries makes cars a much more viable option for traveling out of the country. Even though my presentation was a video presentation, so I wouldn't be speaking as much as the others would, I was still really nervous because I was the one going first. But it ended up being really fun, and it was really cool to see what everyone else put together. Je me souviens qu'on n'avait pas fait de présentation, justement, la remise des dossiers de recherche. Mais j'ai eu la chance de présenter mon sujet dans mon lycée. Les autres avaient un sujet autour de la musique, c'était des sujets qui étaient beaucoup plus intéressants que quand on vous dit comme ça, la sécurité sociale. Est-ce que vous avez envie de parler de la sécurité sociale ou écouter une fille de 16 ans parler de la sécurité sociale aux États-Unis? Du coup, j'avais essayé de rendre un peu ma présentation interactive et une des remarques que Philippe Simmons avait dit, dont je me souviendrai toujours, c'est je suis pas sûre que les gens dans cette salle en savent autant sur la sécurité sociale que cette jeune fille. Et ça m'avait fait vraiment plaisir parce que c'est pas simple d'amener un sujet, encore une fois, qui peut être très politique en ayant 16 ans. Le voyage géographique terminé, le voyage intellectuel achevé. Après cette remise des dossiers, tout lien avec l'Oklahoma ou la Picardie est-il coupé? Quand on a vécu une telle aventure, on n'a pas forcément envie de tourner la page et à chacun sa manière de garder un lien entre les deux rives de l'Atlantique. Pendant le voyage, j'ai fait des rencontres absolument géniales. Évidemment, dans ma famille d'accueil, j'ai gardé contact par exemple avec ma mère d'accueil, on continue de s'envoyer des messages de temps en temps. Mais il y a aussi des personnes en dehors de la famille d'accueil avec qui j'ai gardé contact, des personnes du lycée dans lequel j'ai été accueillie à Classen. Alors il y a quelques garçons de l'équipe de foot, par exemple il y en a un d'ailleurs avec qui j'ai gardé contact qui va venir à Paris et il y en a un autre que je vais rejoindre probablement à Washington au mois de juin
qui va aussi m'aider à continuer mon étude sur le sport. I am still in touch with my host sister. This year I was able to go to France, and so me and my host sister were actually able to talk and meet up, which is really cool. And I follow her and all her friends on Instagram, so it's really cool to see what they're up to. Yes, I'm still in touch with my host sisters. I love them so much. I haven't been to France since then, but I'm planning on going, relatively soon, within, maybe a couple of years. So the first thing I'll do after I get my plane tickets is schedule time to meet up with them, because they're seriously one of the coolest people I've ever met, and so that'll be really fun to meet up with them again. Once I got back to the US from France, from the Fellows trip, and sort of put together a presentation, I realized very quickly that I needed to spend more time in France. I was a junior in high school at the time, and so I was looking at colleges, and I found the American University of Paris. So I ended up coming to Paris, studying journalism and international politics, and I actually recently just graduated from AUP, summa cum laude, and I'm very happy to have been here for the past 3 years. I've enjoyed it immensely. I wouldn't be here without the Fellows program. It was just a fantastic introduction to France and to French culture. L'année dernière, j'avais commencé à remplir des papiers pour aller étudier l'ingénierie dans l'université d'Oklahoma. Cependant, ça n'a pas pu se faire. Je vais donc étudier ici en France, mais le parcours d'ingénieur implique un voyage de 6 mois à l'étranger. Et je vais tout faire pour pouvoir faire celui-ci en Oklahoma, parce que je compte vraiment y retourner pour revoir certaines personnes qui sont vraiment très très importantes pour moi. Garder le lien entre les deux rives de l'Atlantique, c'est aussi garder en soi la mémoire des rencontres incroyables qui restent ancrées dans la mémoire par la stature des interlocuteurs ou alors par l'émotion véhiculée. I really loved my host family. They're such amazing people. My host sister, and she had a sister has a sister that's a few years older than her. So the three of us would hang out a lot, and so they took me to see their grandma, and she was just such a sweet person, and I got to hear the most amazing stories that I would not be able to hear here in the States. Like, for example, she was a little girl when World War II was occurring, and she told me what it was like to see the American soldiers walking around, and she told me that American soldiers were the ones to introduce to her chewing gum for the first time. Stories like that you can't get here, that's a different perspective, so it was just a huge blessing that I could spend time with her. Pour mon dossier de recherche, j'ai eu la chance de rencontrer l'ancien sénateur Andrew Rice, qui a également été le fondateur de Variety Care Health Systems et qui a accepté que je l'interviewe dans le cadre de mon dossier de recherche. Et il m'a fait visiter les locaux de ce centre. J'aime bien garder ce souvenir en tête et de me dire que j'ai rencontré un ancien sénateur, et déjà à l'époque je travaillais, je m'intéressais sur un sujet qui était un peu politique et tout, que tout le monde n'intéresse pas, mais voilà. J'ai rencontré Dessa Dawson, qui travaillait en fait au ministère de l'Éducation de l'État d'Oklahoma. Elle était en charge des langues étrangères. Et elle était vraiment très émue, elle m'a donné plein d'informations sur l'enseignement des langues, le fait qu'elles étaient en train de se perdre et que du coup les cultures se perdaient, que du coup l'histoire, toute une partie de l'histoire finalement de ces peuples, et donc de l'histoire des États-Unis, et donc finalement aussi de l'histoire de l'humanité. Voilà, il y avait vraiment une perte énorme, et j'ai vraiment pris conscience de l'importance de préserver toutes ces langues et toutes ces cultures. Bientôt, la poétique du voyage oklahoman, ou picarde, ne deviendra qu'un souvenir doux, dont on se rappellera à l'occasion en retrouvant des photos jaunies par le temps qui s'écoule. Pourtant, ces leçons, elles, demeureront intemporelles, et l'apport du programme Fellows restera ancré pour la vie entière. L'Oklahoma, ça a été l'occasion pour moi de gagner en assurance, de me rendre compte que je pouvais partir, que je pouvais aller parler en anglais, aller aborder des gens. C'était vraiment, on partait à l'aventure, donc il fallait quand même un peu avoir confiance en soi, et il fallait se forcer un peu. Pendant mon M1 de droit, j'ai voulu partir
à l'étranger parce que j'avais ce souvenir que partir à l'étranger c'était très intéressant et donc je suis repartie pendant un semestre, cette fois au Canada, à Montréal. I really enjoyed, feeling confident in my French over there. It's pretty much full immersion. My host parents didn't speak English that much, so I got to use my French a lot, and I had a full-on conversation about the healthcare system in America versus in France. And that was the moment where I felt so confident in my French, like, oh, I made it. I'm fluent now. I can talk about this. That was really awesome. Oh, this program really helped me improve my French. It's amazing what being immersed in a language can do. It was awesome. I loved experiencing the culture. It was incredible. I loved just, the food, the sights, the cities. It was amazing. And it also helped in that I have a lot of international friends now from France, which is really cool because, yeah. It's sort of a complete understatement to say that the Fellows program changed my life. It really did. What's happening next is I'm going back to the States. I'm planning on working on a political campaign in Kentucky at first, and then we'll see what happens next. But I highly doubt this will be the end of my Francophone journey because I love France, I love French culture, I love food and butter and bread and all of that, who doesn't? And so it's been a great journey, and it's all thanks to the Alliance Française. But yeah, that's it. But just overall, that program, that time, that research project was a really formative experience for me. It really shaped my interest for research and for just French language and culture, so I am so grateful. Thank you. Après le voyage, certains fellows ont l'opportunité de prolonger leur expérience avec d'autres périples sur leur terre de cœur. C'est notamment le cas d'un fellows américain qui a participé au programme en 2019 et qui a pu revenir en France grâce à un échange universitaire. À cette occasion, il a même pu présenter un documentaire dans les rues de Paris. Est-ce que tu m'entends, Turner ? Donc c'est la fin de Back to OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, Thierry va m'interviewer. D'accord. Bonsoir Turner. Bonsoir. Alors justement, ça a un sens que ce soit moi qui t'interviewe, puisqu'on s'est rencontrés à l'occasion du tournage de ce documentaire, plus précisément pour cette séquence mythique sur le sport avec Kay. Et justement, ça sera ma première question. Qu'est-ce que tu retiens dans toute l'aventure de Back to OK? Honestly, it was a great pleasure to do a lot of the research for the different sequences and learning what Tristan had learned himself about the different parts of both the Oklahoma legislative system, but also the cultural pieces too. Most notably the sports sequence, but honestly, it was a something. Alors, tu as participé au programme Follows il y a 3 ans maintenant. Et qu'est-ce que cette expérience représente dans ta vie ensuite? Well, it was my first time being in France when I was in high school, and I did the Fellows program. And honestly, it was a great inspiration for me to study abroad this year and get to work on the documentary with Tristan again. So I would say it really has shaped a lot of college life in general. So doing the Fellows program back in 2019 was a great inspiration for me to study abroad this year, and it was a great way to connect. Through the documentary, it was a great way for me to reconnect with Tristan and learn a lot about the different parts of how Picardy and Oklahoma have so many similarities, which I didn't realize before. So I'm really happy I got to have this experience and be a part of such a cool project. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu retiens de tes séjours ici en France? One of my favorite experiences from this semester has been going to the top of the Eiffel Tower with Tristan and Amélie back in March.
That was the first time I had ever done that, and honestly getting to look out over the city was really inspiring, but also just being there with people. One of the biggest things I've learned, and that will be a takeaway for me from France for the rest of my life, has been to look at all of the smaller places that maybe we pass by every day, all of the smaller places maybe that I've missed back home in Oklahoma. And it really makes me think more towards what more there is to explore in my own home and of Oklahoma City. Est-ce que tu as un dernier mot pour toutes tes fans ici en France pour ce dernier documentaire? I think there's so much to be said for looking at places, usually unsuspecting places that you might not usually visit, and picking them out, finding a few fun things to do, and just exploring around the city itself. For the first time I had the chance to go to Clay, which is Tristan's hometown, and I found that there was so much to do, so much to see, and so many awesome people to meet too. And I think the same can be said for Oklahoma, for cities all across the US and the world. And so if you ever have the chance to just go and explore somewhere, maybe that's not usually high on other people's lists, having the opportunity to do that, it can be invaluable. Merci Turner. Je te laisse rejoindre tes complices désormais pour les ultimes de Back to OK. D'accord. Allô Tristan, ça va? Je ne te dérange pas? Salut Margot, non, tu ne me déranges pas du tout. Là tu vois, j'étais juste à la Flaming Deep Saleh. Je ne sais pas du tout si tu connais ce groupe. C'est un groupe de rock alternatif originaire d'Oklahoma City. Et sont notamment l'auteur de la chanson qui était la chanson rock officielle de l'État d'Oklahoma, Do You Realize? Donc voilà, peut-être qu'un jour tu pourras les interviewer, je ne sais pas. Ah non, je ne les connaissais pas. Peut-être que j'arriverai à les interviewer un jour. Bon, ce n'est pas pour ça que je t'appelais. On a déjà beaucoup parlé de l'après-Oklahoma, avec les autres fellows. Mais ensemble, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur l'aventure Back to OK. Tu as un temps limité pour répondre. Voici les 3 questions flash Back to OK. Si je te dis Back to OK, qu'est-ce que ça t'évoque? Back to OK, ce que ça m'évoque, c'est l'aventure. Ça a été une aventure de groupe avec des fellows de différentes générations, ne se connaissaient pas entre nous, avec des amis que je ne connaissais pas à l'époque du voyage en Oklahoma, qui ne connaissaient même pas l'Oklahoma et qui se sont vraiment impliqués dans le projet et avec qui j'ai eu à cœur de partager ce projet. Et oui, Back to OK, ça devait être juste un seul documentaire, le 15 octobre 2021 pour fêter les 50 du voyage. Et c'est devenu un projet de 3 ans, un projet au long cours, une tranche de vie, un processus en fait de transition d'un groupe de fellows en 2016 à un groupe beaucoup plus large. Et j'imaginais pas en fait que ça allait m'emmener à revenir en Oklahoma aussi vite pour diffuser les derniers documentaires. Donc non, c'est quelque chose d'assez émouvant en fait. Quelle est la question dont on a peu ou pas assez parlé dans Back to OK? Avec le prisme de Back to OK, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas étudiés en profondeur. On est plutôt parti sur un prisme sociétal, mais on n'a pas forcément approfondi la question des catastrophes naturelles en Oklahoma, la question des tornades notamment sur place. On aurait pu également évoquer l'industrie pétrolière en Oklahoma, qui est un sujet assez intéressant à étudier, et la place que ça occupe dans la société oklahomane, dans le jeu politique également oklahoman, dans la lutte contre le changement climatique. Donc voilà, je pense que c'est des sujets qu'on aurait pu approfondir davantage. Mais peut-être pour de futurs projets ou alors de futurs dossiers de recherche des fellows. Une dernière question. Parce que tu n'arrêtes pas de dire que c'est la fin. Mais je ne crois pas. Où va Back to OK? Nulle part en fait. Enfin, quand je dis que Back to OK c'est fini, c'est vraiment la fin de la route. Allô Tristan, je t'entends plus.
Et voilà, Tristan, Eva, nous y sommes. Nous sommes parvenus au bout du chemin dans un terminus grandiose en si bonne compagnie. À l'image de cette folle aventure, c'est en effet en collectif que nous allons nous quitter, avec toutes les personnes qui ont contribué à ce documentaire, depuis l'Oklahoma, Paris ou la Picardie, fellows ou amis. Et au final, il est là le trait d'union entre France et États-Unis que nous cherchions depuis 3 volets dans ce groupe hétéroclite et multiculturel qui est uni par des liens forts. Et peut-être aussi dans l'âme de ce lieu, n'est-ce pas Turner ? Eh oui Eva, le Louvre et sa pyramide sont un endroit tout trouvé pour achever Back to OK, le trait d'union entre les combattants de Paris et Oklahoma City. Les spectateurs attentifs du triptyque se rappelleront en effet que la pyramide du Louvre et le plan de réaménagement d'Oklahoma City sont l'œuvre d'un seul et même architecte, le célèbre E.O. Ming-Pei. Exactement Turner. Et le Louvre, c'est un endroit symbolique à plein titre pour nous quitter. Et c'est très émouvant de y voir tous et toutes. Alors, permettez-moi, pour conclure cette aventure, d'avoir un petit mot un peu plus personnel. Et je l'ai préparé pour ne pas être trop submergé par l'émotion. Parce qu'entre la première idée de documentaire en 2016 et son aboutissement aujourd'hui, il s'est écoulé 6 ans. Il se passe beaucoup de choses en 6 ans. Le temps faisant son œuvre, on perd progressivement le contact avec son groupe de fellows. On garde un lien fort avec sa famille d'accueil. On rencontre de nouveaux amis au Oklahoma. On rencontre des personnes qui acquièrent une place à part dans votre vie et se demandent pourquoi l'Oklahoma vous a tant marqué. Et quand je vous vois aujourd'hui, quand je vois tous ces amis précieux rencontrés après le voyage en Oklahoma, je suis très heureux qu'on ait attendu aussi longtemps pour réaliser Back to OK, parce que sans vous, le documentaire n'aurait pas d'âme. Grâce à vous, cette seconde aventure oklahoman a été plus forte que celle de 2016 et je vous en serai toujours reconnaissant pour ça. Alors, je tenais à vous remercier du profond de mon cœur, Peggy, Cindy et toute l'Alliance française d'Oklahoma City également, pour avoir permis à ce documentaire de se faire et d'avoir cette ampleur. Claire, et puis également à travers toi, tous les fellows qui sont également là, les fellows américains qui ont participé à cette aventure, Romain, Emma, Isa, Héloïse, avec des témoignages précieux et passionnants. Et à ce propos, je voulais aussi avoir adressé un grand merci à Tatiana pour toute son aide. Je voulais saluer, malheureusement celui qui ne peut pas être là aujourd'hui, l'éternel compagnon de route des documentaires, Adrien. Et puis je souhaitais également remercier Amélie pour ton aide et ton soutien moral. Et enfin, pour terminer, je serai gré à mes 2 compagnons de route, Turner, pour toute ton implication à l'écriture et au tournage, ton enthousiasme en Oklahoma et à Paris. Et puis je suis infiniment reconnaissant, Eva, pour avoir permis au projet de survivre dans les coups durs et d'avoir été là pour le faire briller de micro. Voilà, je crois qu'on y est. On déclare Back to OK clos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Back to OK!